Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima-Guidé. Nous sommes le samedi 5 novembre 2022. Bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici le grand titre. Un membre du parti CNL, habitant de la colline Rugari, zone Buruhukiro, en commune et province de Rumongue, est en cavale depuis un certain temps. Un plan de son élimination serait en cours depuis qu'il a été élu en troisième position parmi ceux qui vont remplacer les notables collinaires. Dans cette édition, nous parlons également de la surpopulation carcérale au Burundi. Trois personnalités, à savoir le procureur général de la République, le ministre de la Justice et le président de la République sont les premiers responsables de cette situation, selon un des juristes qui fut lui aussi procureur de la République. Enfin, nous irons à Changuzo pour parler des exigences envers les directeurs nommés à l'hôpital central de cette province et l'ingérence des responsables du parti CNDD-FDD et du gouverneur dans la gestion de cet hôpital qui serait à l'origine de la réticence des médecins nommés à ce poste. Le détail tout de suite. Je vous le disais en titre, un membre du parti CNL, habitant de la colline Rugari, zone Buruhukiro, en commune et province de Rumongue, est en cavale depuis un certain temps. Un plan de son élimination serait en cours depuis qu'il a été élu en troisième position parmi ceux qui vont remplacer le notable collinaire. Les voisins de la victime demandent que ce dernier soit protégé pour qu'il puisse s'acquitter de la mission. Le détail avec Eruvi Seigneur Mongue. Javizuru est l'habitant de la colline Karagara qui vient de passer des jours en dehors de son domicile. Selon notre source aussi des voisins de la victime, il y aurait des informations faisant état d'un plan d'élimination physique de cette élu pour qu'il n'accède pas à la place à laquelle il a été élu. Javizuru est en train d'être persécuté et n'habite plus à son domicile. Il est victime d'être élu au sein du comité collinaire qui va remplacer les notables de colline. Par exemple, le 29 de ce mois, une fouille et perquisition a été opérée chez lui et après ça, s'en est suivi des informations faisant état d'un plan de son élimination physique et tout ça montre qu'il s'agit d'un plan pour lui empêcher à faire partie des conseillers de la colline. Une source de la RPA dans le voisinage de Javizuru nous révèle ce qui sont derrière cette persécution. Tout ça est concordé par le prénommé Ayoub, le responsable du parti CNDD-FDD sur la colline, en connivence avec Godefroy, qui a été élu comme numéro 1 pour être à la tête de ceux qui vont faire partie de cette commission qui a remplacé les notables de colline. Les habitants de la colline Karagara indiquent que ce qui est en train de se passer sur les collines est plus qu'étonnant et demandent que Javizuru, le membre du parti CNL élu pour les représenter au sein de l'équipe qui a substitué au notable de colline, soit protégé au lieu de le menacer de mort afin qu'il puisse s'acquitter de sa mission. Merci à toi, Elvis Seigneur Mungere. Il s'observe une surpopulation carcérale au syndicat chaud du district de police en province de Gitega. Des proches des détenus indiquent que certains détenus souffrent déjà de certaines maladies liées aux mauvaises conditions de détention. Et là, je disais les méchants pour les détails. Certains proches des détenus du cachot du district de police en province de Gitega alertent sur une surpopulation carcérale qui se remarque. La situation se présente ainsi depuis la fermeture du lieu de détention communément appelé Bowman, comme l'indique cette source. Actuellement, il y a un bureau qui est en train d'être érigé à la place de l'ancien lieu de détention communément appelé Bowman. Tous les détenus qui étaient incarcérés dans ce lieu ont été transférés au cachot du district de police de Gitega. Avant, il existait le cachot appelé Bowman et également celui du district. Mais à présent, il n'existe que ce dernier seulement. L'espace où ils enferment les détenus est vraiment très réduit. Je pense que cet endroit avait été réservé, disons, pour au moins 20 détenus, mais il serait plus de 80 ceux qui s'y trouvent. Par conséquent, le surnombre de détenus enfermés dans un petit espace fait que certains détenus tombent malades selon toujours nos sources. Et cette dernière de demander qu'un autre espace soit mis en place afin de limiter les dégâts. Cet espace n'est pas assez aéré et il y a trop de chaleur. Certains d'ailleurs ont déjà les pieds et les jambes gonflés suite à cette température excessive.
Ce qui est attristant, c'est qu'il y a des maisons inoccupées au sein du district de la police. Je trouve qu'au moins, ils devraient penser à enfermer une partie de détenus dans ces maisons. Et d'ailleurs, il ne serait pas difficile de les surveiller comme c'est dans un espace policier. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Félicité Nichemezwe, procureur de la République en province de Gitega, pour recueillir sa réaction. Merci à toi aussi, Eloge Duvel-Mécha. Ces catégories de prisonniers devraient permettre le désengorgement des maisons carcérales s'il arrivait qu'ils soient libérés. C'est du moins l'avis de Tassier Sibomana, juriste, et qui fait également procureur de la République. Pour Tassier Sibomana, il faudrait que les procureurs fassent beaucoup de visites dans des maisons de détention et prisons. Suivez plutôt Tassier Sibomana. Merci. J'ai lu la correspondance, je trouve opportune, mais pas suffisante. Je la trouve opportune parce que, justement, il y a beaucoup de catégories de personnes qui gissent dans les différentes maisons d'arrêt et de détention de la République du Burundi, alors qu'elles ne devraient pas être là. D'abord, par principe, même quelqu'un qui est poursuivi en justice, le principe c'est la liberté, la détention fait l'exception. Donc, la correspondance vient de confirmer l'importance de cette assertion qui dit que le principe c'est la liberté et l'exception c'est la détention. Ça, c'est au niveau de l'opportunité de la correspondance. Mais je dis bien que la correspondance ne suffit pas. Parce que, en tant que juriste et quelqu'un qui fut procureur de la République, je vous cite au moins 6 catégories de personnes qui, si jamais elles étaient libérées, les maisons d'arrêt de détention de la République du Burundi se trouveraient réellement désengorgées. La première catégorie, effectivement, concerne les personnes qui sont accusées d'infractions mineures et normalement, le travail de routine des officiers du ministère public, aussi bien du parquet de la République que des parquets supérieurs, c'est de faire des inspections régulières dans les cachots et les maisons d'arrêt de détention pour justement se rendre compte que seules les personnes coupables des infractions majeures sont réellement en prison. Donc vous comprenez que si les inspections devenaient systématiquement régulières, cette correspondance n'aurait pas raison d'être parce que ces personnes seraient régulièrement libérées. La deuxième catégorie concerne ces personnes qui ont purgé le quart de la peine qui leur a été infligée, donc ce qu'on appelle couramment des libérations conditionnelles. La quatrième catégorie de personnes concerne les personnes qui sont sans domicile, parce qu'on sait que dans les différents cachots, dans les différentes maisons d'arrêt de détention, il y a bel et bien des personnes qui gisent sans que leur dossier ait été confectionné. La cinquième catégorie, c'est relative aux personnes qui devaient être libérées grâce aux mesures prises par le président de la République, mais qui ne l'ont jamais été. La dernière et la sixième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui ont purgé totalement leur peine, mais qui ne bénéficient jamais de la libération. Et pour Tassier Sibomana, les premiers responsables des situations carcérales sont le procureur général de la République, le ministre de la Justice et d'une certaine manière le président de la République. Suivez encore une fois Tassier Sibomana. Oui, nous savons effectivement qu'il y a une main de la part de certaines autorités, qu'elles soient politiques, militaires ou policières. C'est une stricte réalité. Mais encore une fois, il y a un magistrat suprême qui se trouve être le président de la République et qui est le garant de l'indépendance de la magistrature. Il est la première personne à répondre de cette non-indépendance de la magistrature. La deuxième, bien sûr, c'est le ministre de la Justice qui doit gérer au quotidien toutes ces autorités militaires qui devraient s'assurer que toutes ces mesures sont mises en application. Donc, réellement, c'est la problématique de l'indépendance ou de la non-indépendance de la magistrature au Burundi. Et comme je le disais tantôt, les premières responsabilités à établir, c'est au niveau de la magistrature suprême du pays, c'est au niveau du ministère de la Justice. Et je vous oriente là-bas, c'est de là que vous allez tirer les meilleures réponses par rapport à la question que vous venez de nous poser. Pour rappel, en date du 31 octobre cette année, la ministre de la Justice a adressé une circulaire au chef de juridiction et au procureur constatant l'augmentation de la population carcérale. Domine Banyangimbona a proposé la libération des personnes à infraction mineure. Après cette petite transition, nous parlons ensemble. RPA.
Je vous le disais en titre, les exigences envers les directeurs nommés à l'hôpital de Cankuzo et l'ingérence des responsables du parti CNDD-FDD et du gouverneur dans la gestion de cette structure sanitaire seraient à l'origine de la réticence des médecins nommés à ce poste. Par conséquent, cet hôpital de Cankuzo vient de passer plus de 8 mois sans médecin directeur, ce qui se répercute sur la santé des malades, vu que l'un des rares médecins qui y preste se retrouve à assurer l'intérim. Plus de détails avec Josiane Bouzanev. La raison majeure qui pousse certains médecins à refuser de diriger l'hôpital de Cankuzo serait les exigences leur imposées, notamment en ce qui est de contribution des sommes faramineuses qu'on leur somme de donner au parti CNDD-FDD. Selon une de nos sources qui preste au dit établissement sanitaire, l'ordre de donner ces contributions aurait été dicté par les autorités administratives de cette province, ainsi que les responsables du parti CNDD-FDD. Au fait, on leur exige des choses impossibles à réaliser. Non seulement on leur fixe un montant à cotiser mensuellement au sein du parti, mais ils doivent aussi acheter le carburant pour le véhicule du responsable du parti CNDD-FDD. En plus, ils doivent aussi cotiser chaque fois qu'il y a un événement organisé par le parti présidentiel et tout cet argent doit être retenu à la source. Vous comprendrez qu'aucun médecin ne peut consentir à cela. Ces exigences ne sont pas les seules qui constituent ce blocage. Notre source souligne également que les responsables du parti CNDD-FDD ne s'entendraient pas sur la personne à désigner, surtout à cause de la donne ethnique qui pèse beaucoup lors de ce genre d'affectation. Son remplacement tarde à se faire à cause des clivages ethniques et régionalistes. Ils veulent un retour qui soit natif de Cankuzo. Comme ils n'en ont pas, ils refusent de donner ce poste à un Tutsi. Et même les Hutus qui ne sont pas natifs d'ici, qui viennent occuper ce poste, démissionnent aussitôt à cause des conditions si haut citées qui leur sont exigées. Donc, ce poste est toujours vacant. Vous saurez que 2 médecins directeurs ont démissionné à ce poste en moins d'une année, le dernier étant le prénommé Adelin qui est parti il y a de cela plus de 8 mois. Dans l'entretemps, les conséquences de cette vacance de poste se répercutent sur les malades qui manquent cruellement de médecins qui s'occupent d'eux, vu que l'un des rares médecins de la place assure l'intérim, ce qui ne lui laisse pas le temps pour les consultations. La rédaction de la RPA a essayé de joindre en vain la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida pour recueillir sa réaction. Ouvrons la page consacrée aux réfugiés, les explications politiques que donne le ministre de l'Éducation par rapport à la décision du gouvernement qui consiste à ne pas envoyer les examens d'État aux élèves réfugiés en Tanzanie ne sont pas fondées, indique l'ancien vice-président de la République. Frédéric Wambugnyumvira indique qu'au lieu d'avancer que les raisons qui ont poussé les Burundais à fuir n'existent plus dans le pays, il fallait plutôt que le gouvernement du Burundi observe les exigences de la communauté internationale et ceux de la sous-région et ainsi les réfugiés vont se rapatrier massivement. Suivez à ce propos Frédéric Wambugnyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi. Le ministre de l'Éducation donne des justifications. Il a une justification pédagogique en disant que voilà, un enfant qui n'a pas été accompagné dans son processus de formation, on ne peut pas à la fin justement lui administrer des examens. Et si je comprends, c'est une justification qui se défend. Mais la justification politique qu'il avance n'est pas correcte parce que quand il dit que la raison qui a justifié le départ de la famille qui a des enfants en âge de scolarisation, la raison de leur fuite n'est plus qu'ils peuvent rentrer maintenant. C'est une fausse justification politique. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, il est constaté que depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre, les Burundais qui le pouvaient ont quitté massivement les Burundais en passant par la Serbie pour rejoindre les pays européens. Donc cela montre qu'il y a une raison qui pousse les gens à quitter le pays. Il n'y a pas de paix. Et la paix, ce n'est pas uniquement l'absence des crépitements d'armes, non. C'est pas comme cela qu'on devrait évaluer la paix. La paix se trouve à l'intérieur. La même raison qu'il avance en disant « rentrer, c'est terminé ». Ici, je voudrais souligner que la raison de fuir est interne.
Ce qui se fait dans ces camps, nous le savons. Ce qui se fait au Burundi, nous le savons. Donc, autrement dit, il n'y a aucun secret. Il n'y a pas de paix. Aujourd'hui, les rapports des structures internationales qui font des évaluations disent clairement que le Burundi est le dernier en termes de pauvreté, qu'il est le plus pauvre de la planète. Donc, le ministre devrait plutôt, comme membre du gouvernement, s'activer à ce niveau-là pour que le Burundi puisse être fréquenté. Maintenant, il y a une autre question de fond, ce dossier de liste africaine, cette décision qui montre qu'en réalité, les gens qui ont fui en Tanzanie ou ailleurs en 2015 à cause du troisième mandat, justement, devraient être réhabilités. Que le gouvernement plutôt accepte publiquement qu'il renonce à ce genre de traitement envers ces gens-là. Et à ce moment-là, tout le monde va rentrer. Et à ce moment-là, il n'aura pas besoin de crier. Non, nous allons rentrer, tout le monde va rentrer, même ces enfants qui sont en Tanzanie avec leurs parents vont rentrer et pour reconstruire notre propre pays. Donc, autrement dit, la balle se trouve dans le camp du pouvoir, du gouvernement. Toujours en page réfugiés, les tambourinaires burundais réfugiés en Ouganda s'insurgent contre les persécutions et la violation de leurs droits perpétrés par l'ambassade du Burundi dans ce pays et les Imbonerakure. Ces tambourineurs indiquent que leurs droits ont été bafoués en leur empêchant d'exhiber leurs talents à travers le métier de battre le tambour et surtout en violation de la loi régissant les réfugiés. Ils interpellent le gouvernement ougandais et le HCR de les rendre justice. Le point avec Daniel Claire et la trompe. Les persécutions se font ici à Kampala et le responsable est l'ambassade du Burundi. Ce qui nous étonne, c'est cette ingérence dans les activités des réfugiés qui ont fui effectivement ces mêmes persécutions au pays. Il s'agit de l'un des Burundais réfugiés en Ouganda qui affirme que l'ambassade du Burundi dans ce pays les persécute abusivement. Une persécution mise en exergue surtout par les tambourinaires qui se sont réfugiés à Kampala, la capitale ougandaise. Ces derniers dénoncent la violation de leurs droits par l'ambassade du Burundi et les Imbonerakure qui ont confisqué leurs tambours. Indique ma mère Olaf, président de l'association de ces tambourinaires. C'est une association des tambourinaires, danseurs, chanteurs et autres artistes réfugiés burundais qui vivaient de leur tente en exil. Alors, en date du 21 octobre, nous n'avons pas eu la chance puisque nous avions prévu un concert, mais qui a été saboté par l'ambassade du Burundi et les Imbonerakure. Des membres de la diaspora et les Imbonerakure étaient déjà sur le lieu du concert avant nous. L'heure du concert venu, un des Imbonerakure s'est rendu au niveau du parking et a passé un coup de fil. En moins de 5 minutes, la police a débarqué et a exigé que les tambours soient embarqués à bord d'un véhicule argant avoir reçu l'ordre hiérarchique de saisir ces tambours et d'arrêter les tambourinaires. Selon toujours ma mère Olave, cette situation est injuste et viole la loi qui les régit, avoir le prétexte avancé pour leur confisquer ces tambours. Les tambours ont été saisis. L'origine de cette opération est le concert d'Inyege animé en date du 7, 8 et 9 septembre à un lieu appelé Ijinja. À ce moment, les tambourinaires qui ont animé le dit concert se sont comportés d'une manière indigne à telle enseigne qu'ils ont fait jouer au tambour une jeune fille habillée d'une façon honteuse et qui rabaisse la coutume burundaise. Surtout qu'il est strictement interdit qu'une femme joue au tambour. Paradoxalement, nous les réfugiés sommes sanctionnés pour cette cause. Au moment où le club appelé Lion Performance qui a commis cette erreur n'est pas du tout inquiété. Pour cause, ce club collabore étroitement avec l'ambassade du Burundi. Ces tambourinaires burundais réfugiés en Ouganda demandent au HCR et au gouvernement ougandais qui les héberge d'assurer leur protection et de veiller à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Merci à toi aussi, Daniel Claire. Il a trouvé après cette petite transition, c'est le mini magazine au cœur de la société. Le mini magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur la coopération entre le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et le gouvernement du Burundi. À la présentation, Pierre Gahungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Même si son mandat a été prolongé d'une année, le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, Fortuné Gaëtan Zongo, n'a toujours pas le droit d'accéder au territoire burundais. Que peuvent espérer les Burundais par rapport à son travail? Qu'en pensent les défenseurs des droits de l'homme? Voilà quelques questions auxquelles nous allons répondre dans ce magazine Au cœur de la société de ce 5 novembre 2022. Pierre Garungu à la présentation. Bienvenue. Suivre de près la situation des droits de l'homme au Burundi et donner des propositions pour l'améliorer, c'est la mission que le Conseil des droits de l'homme a confiée au rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Le mois dernier, lors de la prolongation d'un an du mandat de rapporteur, le Conseil des droits de l'homme a en même temps formulé quelques recommandations à l'intention du pouvoir de Gitega. Émile Nivasumba nous en dit plus. Dans sa résolution prorogeant d'une année le mandat du rapporteur spécial sur les droits de l'homme au Burundi, le Conseil des Nations Unies sur les droits de l'homme condamne fermement toutes les violations des droits de l'homme et les atteintes à ces droits commises au Burundi. Le Conseil cite entre autres les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les arrestations et détentions arbitraires, les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que les violences sexuelles et sexistes. Le Conseil de l'ONU aux droits de l'homme demande qu'il soit mis fin immédiatement à ces violations et atteintes et que tous les droits de l'homme et libertés fondamentales soient pleinement respectés. À travers cette résolution adoptée le 7 octobre dernier, les Nations Unies demandent aussi au gouvernement du Burundi de créer des conditions qui permettent à la société civile, aux défenseurs des droits de l'homme, aux journalistes, aux blogueurs et aux autres professionnels des médias de mener leurs activités en toute sécurité et en toute indépendance, sans intimidation ni ingérence injustifiée, et de remettre en liberté toutes les personnes qui sont encore détenues pour avoir mené leurs activités de défense des droits de l'homme. Le Conseil condamne l'impunité généralisée à l'égard des membres des forces de défense et de sécurité ou du mouvement de la jeunesse du parti au pouvoir, les Imbonerakure, auteurs des violations des droits de l'homme. Le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme encourage le gouvernement burundais à nouer un véritable dialogue sans exclusion avec toutes les parties prenantes burundaises, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, en vue de remédier efficacement aux problèmes multiples et profonds avec lesquels le Burundi est aux prises et de réintégrer durablement dans la société burundaise les personnes rentrées au pays. Le Conseil des droits de l'homme demande aussi la réouverture du bureau du Haut-Commissariat pour les droits de l'homme au Burundi. Sur l'inquiétude de voir un travail du rapporteur des Nations Unies sans effet, si le pouvoir de Gitega continue de refuser toute collaboration, Fortuné Gaëtan Zongo tranquillise. Pour le moment, des demandes ont été faites dans ce sens. Je pense que les autorités ou l'État burundais est en train d'analyser ces demandes. Nous restons dans l'expectative, nous attendons le retour de l'État burundais quant à une éventuelle visite terrain sur le Burundi, quoique même sans visite, le mandat peut s'accomplir de manière satisfaisante. Le refus des autorités du Burundi à collaborer avec le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi signifie que la répression reste érigée comme un mode de gouvernance au Burundi, selon Maître Lambert Nigarura, l'un des défenseurs des droits de l'homme. Le refus du gouvernement du Burundi à collaborer avec le rapporteur spécial des Nations Unies est tout simplement une forme d'aveu. C'est-à-dire qu'il avoue toutes les allégations de violations graves des droits humains commises dans le pays. Je dirais que c'est aussi une preuve et que le régime burundais n'a pas l'intention, n'a pas la volonté de changer la situation, d'arrêter les auteurs, les commanditeurs de toutes ces violations. Quand même, il y a un impact par rapport au retour des réfugiés burundais et le fait que le régime ne voudrait pas prouver qu'il n'y a pas de violation, ça ralentit les Burundais qui voudraient retourner au pays parce que ça ne rassure pas par rapport aux déclarations, aux discours des dirigeants. Ils disent des choses mais refusent qu'un rapporteur puisse se rendre sur les lieux et faire le constat. C'est quand même une contradiction du fait que le rapporteur n'est pas une force de police. Il vient juste constater comment est-ce qu'un régime peut refuser un tel mécanisme. C'est aussi refuser la mise en application des instruments juridiques internationaux que le pays a ratifiés. Le régime burundais doit comprendre que le pays n'est pas isolé sur une île. C'est un pays
qui est membre des Nations Unies. C'est un pays qui a ratifié pas mal d'instruments juridiques internationaux sur la protection des droits de l'homme. Il doit comprendre qu'il a l'obligation de collaborer avec le rapporteur des Nations Unies comme d'autres mécanismes internationaux. Il a aussi l'obligation de prouver que tout marche comme prévu. Je dirais que ce qui est utile pour le pays aujourd'hui, c'est que le régime puisse accepter la collaboration avec le rapporteur spécial. Ça va rassurer les Burundais qui veulent rentrer. Sinon, prononcer des discours à la longueur de la journée, ça ne rassurera personne. Maître Lambert Nigarura était au micro de nos confrères de la radio Nzamba. Depuis le remplacement de la commission d'enquête sur le Burundi par le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi, aucune amélioration n'a été sentie au niveau du respect des droits de l'homme. Même la promesse du président Evariste Ndayishimiye d'éradiquer les violations des droits de l'homme lors de son accession au pouvoir en 2020 n'a pas été suivie par des actes. Et c'est par ici que prend fin le magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Pierre Gahungou était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi Pierre Gahungu. Merci mesdames et messieurs d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagis. Bon week-end à tous.